Mesdames, Messieurs, ça fonctionne bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie toutes et tous de votre présence et nous allons commencer évidemment par faire l'appel pour pouvoir nous comptabiliser pour le quorum. Madame la directrice. Monsieur André, normalement il est là, à la procuration de Monsieur Ferrero. Monsieur Becker, à la procuration de Monsieur Schitz. Monsieur Collin. Monsieur Ferrero absent. Madame Herfeld. Madame Caspar-Cotroupi. Monsieur Lucchini. Monsieur Méléo. Madame Pouget. Monsieur Postal. Madame Renaud a donné procuration. Monsieur Schitz a donné procuration. Madame Schneider. Monsieur Schreiber. Monsieur Schulz. Monsieur Vénan à la procuration de Madame Renaud. Monsieur Weiss a donné procuration. Monsieur Ziegler. Monsieur Barillaro a donné procuration. Monsieur Bernardi a donné procuration. Madame B. Monsieur Corazza. Madame Dess. Monsieur Dick à la procuration de Monsieur Olsenburger. Monsieur Deutsch. Monsieur Angelman à la procuration de Madame Griot. Madame Griot a donné procuration. Madame Atri à la procuration de Monsieur Bernardi. Monsieur Olsenburger a donné procuration. Monsieur Jurzac à la procuration de Monsieur Barillaro. Monsieur Medves. Madame Mention. Madame Rebstock-Pinin à la procuration de Monsieur Weiss. Madame Schutz. Madame Acker. Monsieur Balcerzak. Monsieur Bord a donné procuration. Monsieur Erga à la procuration de Monsieur Bertrand Mathieu. Madame Langmar. Monsieur Lorenz a donné procuration. Monsieur Mathieu Bertrand a donné procuration. Monsieur Paquet à la procuration de Monsieur Bord. Monsieur Reich à la procuration de Monsieur Lorenz. Monsieur Robinet. Monsieur Zener. Monsieur Brusco. Madame Fattorelli. Monsieur German. Monsieur Philippe. Monsieur Abbat. Monsieur Freiburger, absent, excusé. Madame Poli. Madame Wetzel. Monsieur Fradella. Monsieur Ségura. Madame Kowalczyk. Monsieur Chivre. Monsieur Tacconi. Donc l'appel est fait, nous avons le quorum. Je vous remercie toutes et tous de votre présence aujourd'hui pour entamer ce conseil syndical dédié au budget et à tous les points budgétaires. J'ai bien entendu que nous avons de nombreuses personnes avec des impératifs horaires puisqu'on est dans la saison des conseils municipaux et dédiés au budget. Et je pense que nous avons aussi beaucoup d'absents dédiés qui sont absents parce que je crois qu'il y a également le CIDELON, non pas le CIDELON, le CEAF qui se rassemble aujourd'hui avec un certain nombre de personnes parmi nous ou parmi cette assemblée qui sont élus dans les deux syndicats. Nous commençons donc les 8 points à l'ordre du jour, avec les 9 points à l'ordre du jour, avec d'abord la désignation du secrétaire de séance. Alors, je ne me souviens plus, Madame la directrice, qui était la personne la plus jeune dans l'ordre de cette assemblée. Monsieur Tacconi. Monsieur Tacconi. Sur ces points-là, je ne suis pas étonné que j'en sois le secrétaire. Voilà, et donc on va proposer Monsieur Tacconi. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour la désignation du secrétaire.
Je vais laisser la parole donc à Monsieur Tacconi, quasiment pour tous les points, sauf le point 9, sur les points budgétaires. Monsieur Tacconi. Merci, Président. Effectivement, nous sommes sur la séance que l'Assemblée attendait tant. J'ai prévu la bouteille d'eau, ne vous inquiétez pas. Je vous propose désormais de dérouler l'ensemble des points. Nous commençons bien sûr par tout ce qui est afférent au compte administratif et au compte des gestions 2023 avant de se pencher sur notre exercice à venir débuté depuis le 1er janvier, à savoir le 2024. Le point numéro 2 étant l'adoption du compte de gestion. Bien sûr, nos comptes sont considérés comme respectant, enfin comme quoi il y a bien concordance entre le compte de gestion et le compte administratif 2023. Je vous propose donc d'approuver ce compte de gestion et je vous explique ensuite le compte administratif. Malheureusement, c'est dans cet ordre que demande la délibération, même si ça me semble plus intéressant quand même de traiter tout de suite d'abord le compte administratif et ensuite de valider le compte de gestion. Mais malheureusement, il semblerait que ce soit une demande de la Direction générale des finances publiques. C'est une obligation même. Ce qui est tout à fait... ce qui est comme ça, voilà. Donc, Monsieur le Président, pouvons-nous approuver le compte de gestion? De toute manière, oui, nous avons à prendre acte du compte de gestion. S'il n'y a pas d'opposition, j'imagine, pas d'abstention sur le compte de gestion. Le compte administratif. Et je sortirai évidemment de la salle après. Alors, merci Monsieur le Président. Donc, pour faire très synthétique, nous vous présentons donc les résultats, comme vous pouvez les voir dans le projet de délibération, où vous pouvez retrouver 20 199 000 euros de dépenses d'investissement, en face 8 572 051 de recettes. Concernant l'exploitation, on est quasiment à l'équilibre avec 33 910 524 côté exploitation, 33 887 664 côté recettes. Cela étant dit, si l'on prend en considération donc les résultats de l'exercice, cela donne un total de moins 11 650 114 euros. Mais nous avions en résultat cumulé moins 3 269 000 en investissement, plus 9 778 000 en exploitation, ce qui nous fait un total cumulé de 6 509 035. Les restes à réaliser étant en dépenses de 221 000 euros et en recettes l'emprunt qui avait été entamé en 2023, souscrit en 2024 de 10 millions, ce qui nous donne un solde de reste à réaliser de plus 9 778 825,84 euros. Il est évident que je peux aller un peu plus dans le détail si vous le souhaitez, mais je pense que sur le compte administratif, il vaut mieux peut-être prendre les questions et j'y réponds aux besoins. Par contre, sur le BP, on le fera dans l'autre sens. Je laisse la parole du coup à la salle s'il y a des questions. Oui. Alors, le micro va arriver. Alors, au sens de la logique, oui, il est plus logique de faire le compte administratif et ensuite le compte de gestion. Ah non, là, je ne parlais pas de l'affectation. Je donnais un petit peu le déroulé avant de... dans les faits, du coup, oui, comme il y a concordance. Après, voilà, s'il y a des questions sur le CA, je peux y répondre. Non. Monsieur? Bon, monsieur. Je laisse la parole au premier vice-président. On va attendre que le président quitte la salle. Pas de course. Donc voilà, si il n'y a pas de questions sur le compte administratif, je vous propose
d'approuver le compte administratif tel qu'il a été présenté par notre ami Pierre Tacconi. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 2, 3 personnes, 3 abstentions. Donc, merci. Le compte administratif est approuvé. On peut faire revenir le président. Voilà, Monsieur le Président, votre compte administratif est approuvé. Moins 3 abstentions. Merci, Monsieur le Premier vice-président et Monsieur le vice-président aux finances. Nous continuons donc avec l'affectation de résultats, cette fois. Monsieur le vice-président. Justement, le point numéro 4, donc l'affectation du résultat, avec le résultat reporté de 2022 qui est de 8 358 039, le résultat à la clôture de moins 11 627 255, soit un résultat cumulé de moins 3 269 215. En prenant en considération les restes à réaliser, soit un solde de 9 778 825, et en tenant compte de l'excédent de financement de 6 509 609 euros, nous vous proposons donc de retenir un excédent cumulé pour 2023 de 9 778 251,61. Questions, des commentaires sur cette affectation de résultats? Pas de questions, pas de commentaires. On peut donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 3 abstentions. Nous passons, mesdames, messieurs, à la participation des collectivités pour l'exercice 2024. Donc, comme nous en avons déjà eu l'occasion d'en discuter, nous avions fait une première délibération en 2021 sur la mise en place d'une nouvelle structuration d'évolution des participations des collectivités. Aujourd'hui, après en avoir discuté lors du débat d'orientation budgétaire, nous devons participer ensemble à un effort financier pour l'amélioration à la fois de l'offre de transport du quotidien, mais aussi pour la future réalisation de projets d'envergure, notamment ceux du BHNS. L'ensemble de ces besoins se traduisent par une augmentation demandée, nécessaire, de 4 millions d'euros à partir de cette année. Le montant du produit des participations des collectivités pour l'exercice 2024 s'élèverait alors à 9 594 359,79 €. Cette nouvelle proposition vient abroger la précédente délibération de 2021 qui prévoyait 600 000 € d'augmentation annuelle jusqu'à 2025 inclus. Et donc, il est proposé à l'ensemble des collectivités et à l'ensemble des conseillers syndicaux de valider cette proposition de modification des parts des collectivités. Il est précisé que les collectivités et EPCI qui souhaiteraient échelonner leur paiement pourront conventionner avec le SMITU. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président. Je tiens à rappeler quand même 2 éléments fondamentaux dans le cadre de cette délibération. La première des choses, je rappelle que les toutes premières discussions autour de cette augmentation des contributions parlaient au départ, et je parle bien des discussions notamment entre les présidents de PCI, parlaient au départ de plus de 6 millions d'euros. On était à 6 millions d'euros au départ d'augmentation de contributions. Si nous voulions rétablir l'autofinancement nécessaire à l'ensemble du projet BHNS et garantir cet autofinancement, j'allais dire, dans les temporalités plus rapides que le phasage qui avait été acté par ce conseil syndical. Et donc effectivement, je tiens à noter particulièrement qu'en discussion, notamment avec Monsieur le vice-président aux finances, qui, dans sa casquette de vice-président aux finances, mais également de maire d'une ville la ville de Guénange,
qui peut aussi un peu représenter les communes qui sont hors du périmètre du BHNS, nous a fait savoir effectivement que ces 6 millions d'euros étaient peut-être excessifs pour tout le monde, et passer de 600 000 par an à d'un seul coup 6 millions d'euros était un vrai risque pour les collectivités. Donc effectivement, le choix a été fait de réduire à 4 millions d'euros. Et la deuxième chose que je tiens à valoriser aujourd'hui, c'est la responsabilité que prennent à travers cette augmentation de la contribution, notamment de la contribution majorée, c'est la responsabilité qu'assume le territoire des deux agglomérations qui seront fusionnées à partir du 1er janvier 2026, donc l'agglomération Port-de-France-Thionville et Val-de-Fensch, puisqu'elle porte très clairement une contribution majorée dédiée au projet du BHNS pour financer à la fois l'investissement et le fonctionnement futur du bus à haut niveau de service. C'est le choix qui avait été proposé par monsieur le vice-président aux finances, qui permettait de bien marquer, alors je vais le dire, une solidarité, mais je ne vais pas dire la solidarité au sens où on l'entend historiquement. Je pense qu'il faut, c'est vraiment d'assumer le projet qui est sur notre territoire, qui est sur le territoire de ces deux agglos, et donc il était légitime qu'avec le cadencement nécessaire à un projet de BHNS, avec les investissements et les montants des investissements nécessaires, avec aussi l'évolution du coût du projet tel qu'on l'a connu, il était absolument nécessaire de pouvoir avoir ces deux types de contributions. Donc j'en remercie évidemment les présidents d'agglomération qui ont consenti à accepter une augmentation importante dans ce budget, et évidemment les maires des communes qui sont membres de ce syndicat également. Je remercie tout particulièrement évidemment les deux présidents de ces deux agglomérations qui assument très ouvertement cette taxe additionnelle, en tout cas cette contribution supplémentaire majorée qui permet d'être véritablement fléchée en lien avec ce gros projet qui est si structurant qu'est le bus à haut niveau de service. Et effectivement, je rappelle enfin évidemment que sans cette augmentation des contributions, on en parlera peut-être tout à l'heure avec le budget, on ne tient pas un budget cette année dans de bonnes conditions. Je le dis très clairement, même en limitant les frais de fonctionnement, et on en reparlera tout à l'heure avec les chiffres, à la fois du compte administratif mais du budget, avec les évolutions de l'épargne, avec la hausse notamment de nos frais bancaires et du remboursement du capital de la dette qui est lié aux emprunts qui ont été réalisés actuellement. Nous ne pouvons pas faire un budget serein et à l'équilibre en exploitation si nous n'avons pas d'augmentation en tant que telle des contributions. Ça, c'est pour simplement l'équilibre de la section d'exploitation. Je n'ose même pas dire, sans cette augmentation de 4 millions d'euros, nous ne faisons plus d'investissement. Je pense qu'il faut en avoir conscience au moment où nous votons les contributions. Nous ne sommes pas en capacité d'investir, je ne parle même pas du dépôt, je parle tout simplement de nous ne pourrions faire aucun investissement supplémentaire, ni sur la mobilité, ni sur le rachat de nouveaux dispositifs de mobilité, ni sur les systèmes, que ce soit billettique, girouette, vidéoprotection, etc., billettique, radio à l'intérieur des bus, si nous n'avions pas aujourd'hui cette augmentation, tout simplement parce qu'aucun banquier ne nous prêterait. Si nous n'avons pas cette augmentation des contributions, si notre épargne ne se rétablit pas, et à la vue de la capacité de désendettement et des indicateurs financiers de la collectivité SMITU à la sortie de l'année 2023. Donc, c'est évidemment avec gravité qu'on fait cette augmentation de contribution qui est importante. Alors, jusqu'à la fin de ce mandat, qui est la dernière augmentation de contribution, je dis bien jusqu'à la fin de ce mandat, et en tout cas c'est l'objectif que nous avons fixé plutôt qu'une augmentation lissée qui en permanence pèse quand même sur l'autofinancement tant qu'elle n'est pas réalisée de manière définitive. Il a été privilégié une augmentation de contribution unique qui n'amènera pas d'autres jusqu'à la fin de ce mandat.
Voilà, en tout cas, mesdames, messieurs, ce que je pouvais dire et rappeler au moment de ce point numéro 5. Alors, monsieur Angelman a levé la main pour une prise de parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je ne remercie pas les deux présidents des deux intercommunalités qui vont encore faire peser sur le contribuable et sur les populations eh bien, cette augmentation d'impôts, que ce soit à Port-de-France et demain soir au Val de Fensch avec le conseil communautaire. Il est quand même anormal qu'encore une fois, la population paye les pots cassés du SMITU. Moi, je vais quand même revenir un petit peu sur certains chiffres sans être trop long. Quand on regarde combien les ponts de Thionville nous ont coûté, 70 millions d'euros, mesdames, messieurs. Combien il reste à payer pour ces ponts qui vont bénéficier uniquement aux propriétaires de la rive droite? Mais ça, j'y reviendrai après, et je n'ai pas peur de le dire. Moi, la question que je voulais vous poser, Monsieur le Président, c'est quel est le devenir du projet de bus à haut niveau de service? Est-ce que les 35 communes adhérentes vont uniquement payer les ponts de Thionville et en 2026, le SMITU va disparaître avec cette fusion que malheureusement beaucoup de collectivités ont voté? Je vous laisse un petit peu imaginer l'avenir et la suite avec des augmentations à chaque fois significatives de nos impôts. Et on le sait très bien. Donc il reste 12 millions à payer sur 70 millions. Si on n'avait peut-être pas été aussi rapide pour la construction de ces ponts, on aurait eu largement assez d'argent pour l'entrepôt et on n'aurait pas eu besoin d'augmenter les impôts. Donc voilà, ça c'est ma première question. Est-ce que vous pouvez nous garantir que les ponts de Thionville ont coûté 70 millions d'euros? Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il y aura bien un avenir pour le projet de bus à haut niveau de service dans toutes les communes, vu le projet qui a été défini? Parce qu'un coup c'est bleu, un coup c'est blanc. La dernière fois, lors de vos réunions publiques, vous m'avez indiqué à Ayange au Molitor qu'il n'y avait plus assez d'argent pour concrétiser ce projet et qu'il y avait très peu de subventions. Donc voilà, ça c'est toutes mes questions, mais si c'est le cas, je pense que c'est un parfait scandale de voir que tout l'argent du SMITU a été absorbé uniquement pour la ville de Thionville. Alors, monsieur Angelman, il y a deux types de questions dans votre question. Il y a les questions dédiées au BHNS en tant que tel et au poids financier du BHNS et du projet, notamment des ponts et du dépôt, et de savoir quel est son avenir. Et je résume aussi la deuxième question que vous avez posée en parlant du devenir du SMITU, d'une certaine manière. Sur la première, concernant le bus à haut niveau de service, je rappelle qu'il a été fait un choix, effectivement, dans le cadre d'un projet de bus à haut niveau de service qui inclut, je le rappelle, 2 ouvrages d'art, un dépôt et ensuite des voiries, l'achat de mobilité et ensuite des transports en site propre dans un ensemble de collectivités dont votre ville, la ville d'Ayange, est l'une des embouchures. Donc effectivement, voilà la projection et la programmation de ce projet. Et le choix a été fait effectivement par la gouvernance du SMITU de commencer par les 2 ouvrages d'art. C'est un fait. Je peux aujourd'hui vous confirmer les chiffres. Je les ai évoqués en réunion publique dans un certain nombre de vos territoires, à toutes et à tous. Ce sont les chiffres que j'ai, effectivement, qu'on est aux alentours pour les 2 ouvrages d'art de 70 millions d'euros sur l'ensemble des travaux dédiés aux ponts. Et ce n'est pas que les ponts, c'est également la connexion entre les 2 ouvrages, mais c'est effectivement l'ensemble du projet en la maîtrise d'œuvre, et c'est TTC, j'imagine, 70 millions. C'est du TTC. Mais le chiffre est le bon. Le chiffre est le bon. Je ne le remets pas en cause. Après, sur la situation en tant que telle alors, je reprécise sur les ponts, et j'ai encore eu un échange tout à l'heure avec le maire de Thionville, et qui m'a demandé une réunion
très rapide sur cette question des ponts, suite à plusieurs courriers, et j'avais annoncé un courrier lors du dernier conseil syndical, un courrier qui a été fait à la mairie de Thionville pour demander notamment le remboursement par convention entre la ville de Thionville et le syndicat sur notamment de la peinture anti-corrosion qui avait été la conséquence de l'eau et l'assainissement qui avait été mis sur les ponts. Et effectivement, le maire de Thionville m'a demandé un point rapide avec les services du SMITU et la ville de Thionville pour qu'on acte les conventions en question. Donc les choses avancent et je me permets de le dire très ouvertement. En tout cas aujourd'hui, je peux le dire, plus qu'hier, mais je peux le dire aujourd'hui puisque j'ai eu l'appel tout à l'heure de Pierre Cuny qui me confirme sa volonté de conventionner, en sachant qu'il y a de nombreuses questions qui méritent convention. Je rappelle d'ailleurs que ces ponts auront vocation à tomber dans le domaine public de l'agglomération pour des raisons de compétences à terme, puisqu'il y aura une rétrocession à terme des ponts à l'agglomération, puisque c'est la loi qui l'impose. Après, c'est là où il est important de conventionner maintenant avec la ville de Thionville, ou sinon nous aurons, au moment de la rétrocession des ponts, à devoir nous positionner sur ce qui était de la compétence du SMITU dans le cadre de ses compétences statutaires et ce qui ne l'était pas. Et ça sera un calcul à faire au moment de la rétrocession de ces deux ouvrages. Donc nous sommes attentifs, et je me permets de le dire, à ce que chacun paye ce qui est de sa compétence, tout simplement. La compétence des statuts du SMITU d'un côté. J'irai même jusqu'à dire que le vice-président en charge du BHNS insiste actuellement lui-même, je pense à monsieur Schultz, qui insiste notamment dans le cadre du contrat de rétrocession, pour que les ponts soient bien toujours dédiés à de la mobilité du transport public. Ça fait partie aussi des engagements. Et que ces ponts ne puissent pas permettre, aujourd'hui contractuellement, c'est un engagement, à autre chose qu'à du transport public. Ils n'ont pas été prévus, ils n'ont pas été financés par des partenaires et ils n'ont pas été construits pour autre chose que du transport public. Et donc on intégrera dans le contrat de rétrocession à terme des clauses garantissant que ces ponts ne puissent pas demain être utilisés par des véhicules légers, dans le cadre où alors à ce moment-là il faudra trouver une valorisation des ponts en la matière. Donc les choses avancent sur ces ponts pour que les choses soient claires. La mairie de Thionville m'a clairement marqué ses intentions. Le maire de Thionville m'a clairement dit donner ses intentions en la matière. Donc moi je prends acte et aujourd'hui je pense que si on se tient à ce que l'on s'est dit actuellement et les choses vont être clarifiées, je pense dans les jours qui viennent, puisque c'est la demande de la mairie de Thionville, il n'y a pas de polémique à avoir sur ces ponts, puisque effectivement nous le faisons dans le cadre de nos compétences et chacun payera son dû. Il n'est pas absurde que quand on fait des ouvrages de ce type-là, des collectivités, qu'elles soient des EPCI ou des communes, puissent demander des éléments complémentaires ou supplémentaires parce que les travaux on les fait une fois, si elles les payent par convention, ou en tout cas si la règle de valorisation des choses soit claire. Donc là nous allons y travailler pour faire en sorte qu'effectivement ces 70 millions d'euros puissent effectivement être ça soit finalisé et derrière que les centaines de milliers d'euros en question qui ont été demandés par la ville de Thionville dans le cadre des aménagements de la rive soient remboursés au SMITU, au syndicat. Ça c'est la première question. Je vais un peu plus loin que vous, mais ça me semble important de le dire néanmoins pour éviter tout phénomène de spéculation ensuite sur cette question. Je rappelle aussi que sur la question du dépôt, alors oui, je redis ce que j'ai dit lors des réunions publiques, je redis ce que j'ai dit lors d'un conseil syndical, il y a 2 conseils syndicaux de cela. Le projet du dépôt est en balance en fonction de l'état des finances de la collectivité SMITU. Parce qu'engager un projet de 30 millions d'euros sans en avoir les finances pour le finir, ça paraît fou. Engager un projet à 30 millions d'euros pour se retrouver à ne pas pouvoir acheter de bus dans ce dépôt, ça paraît crétin. Donc effectivement, si demain nous lançons le projet de dépôt, ce n'est pas que 30 millions d'euros. C'est le dépôt plus la mobilité. Parce que si nous allons créer un dépôt avec la certitude que nous allons y avoir des bus électriques, il faut à minima qu'on ait la possibilité financière d'acheter
le dépôt plus les bus électriques. Sinon, effectivement, on passera tous pour des idiots au moment où on aura un dépôt, mais qu'on sera incapable d'acheter la flotte de bus qui va avec. Effectivement, nous avons un enjeu financier qui, de là, n'est pas à 30 millions d'euros, mais plus proche des 70 ou 80 millions, si on fait la totalité de l'achat de cette mobilité électrique, plus du dépôt lui-même. Je me permets de vous le dire également, nous sommes en train de travailler avec les services du SMITU, puisque lors de la commission technique réunie, un certain nombre de maires nous ont fait savoir leur état d'âme vis-à-vis du coût du dépôt, qui est donc estimé aux alentours de 30 millions d'euros. Moi-même, les référentiels de prix me semblent hauts, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Néanmoins, nous faisons et nous regardons, excusez-moi cet anglicisme, nous benchmarkons actuellement les dépôts équivalents qui ont été réalisés dans des collectivités équivalentes. Il y a des questions qui doivent se poser. En même temps, nous sommes pris par la réglementation thermique et énergétique qui s'impose à nous et qui est de plus en plus restrictive. Donc effectivement, j'ai tendance à penser qu'il peut-être y avoir des marges, et nous sommes en train d'y travailler avec un certain nombre de vice-présidents sur la manière de trouver les marges par rapport à ce dépôt tel qu'il a été conçu, tel qu'il a été travaillé jusqu'ici, avec évidemment les services de l'exploitant de Keolis qui ont leur ingénierie à nous donner pour savoir quel est le besoin réel de l'exploitant, et confronté à cela, les ratios de prix qu'on peut avoir l'habitude dans les collectivités ou les ratios de prix que certains privés exploitants peuvent avoir quand eux-mêmes construisent des dépôts. Donc on est en train de se confronter un peu à tout ça, et je peux vous rassurer, Monsieur Angelman, sur la volonté du SMITU de sortir le projet du dépôt. Et pour le sortir, on doit avancer sur deux choses. Un, peut-être sur la modération de l'ambition du dépôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a un projet qui a été architecturellement construit et cette architecture aura un coût. On en discutait avec le mandataire il y a quelques jours, c'est 3 ou 4 millions d'euros qui est lié ne serait-ce qu'à l'architecture du dépôt tel qu'il a été conçu. Ça fait peut-être partie des choses qu'on peut retravailler. C'est évidemment regarder les surfaces, les quantités, les matériaux, tout ce qui a été prévu en tant que tel, mais évidemment en étant très réaliste sur l'état des lieux de là où on en est. On en était à la signature des appels d'offres. Donc évidemment, il faut regarder aussi contractuellement comment on repart un tout petit peu en arrière pour baisser un peu les coûts, sans se tirer une balle dans le pied parce qu'on devrait payer une maîtrise d'œuvre qui aurait travaillé pour rien. Voilà, c'est un peu l'état des lieux actuel des discussions. On doit effectivement trouver un petit peu de marge, on en est conscient. Et dans le même temps, l'autre objectif pour pouvoir lancer correctement le dépôt, c'est trouver des subventions. Et évidemment, là-dessus, c'est un autre travail. Nous avons commencé, je pense qu'on n'a pas encore été assez loin, parce qu'on a simplement besoin de temps. Et effectivement, du temps pour trouver des financements publics extérieurs. Nous avons sollicité déjà quelques partenaires. On a profité de la venue du vice-président au transport de la région Grand Est pour lui évoquer la situation du projet BHNS et les besoins financiers qui étaient ceux du SMITU. On a une rencontre avec le président de la Moselle qui est prévue au mois de mai, dédiée au SMITU. Et effectivement, cette rencontre, je crois le 2 ou 3 mai, je parle sous le contrôle, qui est prévue suite à un courrier que nous avons envoyé à son égard pour rentrer dans le cadre d'Ambition Moselle. Et effectivement, il y a des discussions qui auront lieu et pour l'ensemble des maires qui seront présents lors de la réunion des 35 maires et des présidents de PCI, on aura l'occasion de rencontrer la direction à l'échelle régionale du service express régional métropolitain, le SERM, qui évoquera et précisera le levier qu'est le service express régional métropolitain, qui sera un levier de planification, mais aussi de financement, puisque derrière, l'État financera les projets à travers le CPER, quasiment uniquement dédié aux projets qui seront intégrés dans le service express régional métropolitain. C'est un nouveau dispositif de la région qui a vocation à concentrer en fait toutes les autres subventions, État, région,
sur les sujets de mobilité. Tout ça pour vous dire effectivement que le dépôt est bien prévu au budget, on le verra tout à l'heure, puisqu'on a l'envie, l'espoir et le projet et l'objectif de le réaliser et de le commencer durant cette année. Mais néanmoins, effectivement, on souhaite prendre le temps de bien peser effectivement l'ensemble des ratios, l'ensemble des équilibres, l'ensemble des besoins. Et c'est le cas sur l'ensemble des projets qui sont engagés par le syndicat. Je finis enfin, donc simplement par rapport au BHNS. Donc Monsieur Angelman, aujourd'hui, si je regarde la section d'investissement qui vous est proposée au budget tout à l'heure, on a 20 millions d'euros, 20 500 000 euros dédiés au projet BHNS. On finit les ponts, effectivement, les ouvrages d'art. C'est 13 millions d'euros qui restent, effectivement, 13 068 très exactement, qui sont dédiés aux 2 ouvrages d'art, 6 millions qui sont dédiés au dépôt. On a également les contractualisations avec les territoires. Je pense à FLO 4, FLO 5, S01 dans le cadre de Cœur de Ville, Cœur de Fensch avec l'agglomération du Val de Fensch et qui nous permet de faire le transport en site propre sur les villes de Cérémange et la ville de Florange, mais également la convention avec la ville de Terreville qui avance sur sa partie du BHNS sur je crois que c'est la rue de Verdun notamment, où un certain nombre de travaux ont lieu en convention directe avec la collectivité qu'est le SMITU. Tout cela, c'est 20 millions d'euros, plus que l'an dernier. Donc, j'ai déjà eu plusieurs fois la question de savoir quel était notre degré d'avancement dans le projet BHNS. On ne peut pas dire qu'on est à l'arrêt dans le projet BHNS. On continue à avancer dans le cadre de ce projet BHNS. Et on avance, je pense, on est à un niveau historiquement haut du projet BHNS. Alors c'est sûr qu'on a fait le choix de phaser. Donc on n'est plus à solliciter 100 millions d'euros d'un coup de la BEI pour financer 70 ou 80 millions d'euros d'un seul coup, parce qu'on ferait toutes les voiries dans toutes les collectivités au même moment, la même année. Puisqu'en 2024, normalement, on devrait en être là. On devrait être en train de réaliser le dépôt tout en commençant les travaux dans l'ensemble des collectivités si on n'avait pas phasé. Mais néanmoins, on continue à avancer sur le projet. Donc le BHNS n'est pas mort. Simplement, la seule question et la seule chose, c'est qu'on pèse investissement par investissement. On essaye de trouver aussi en interne, avec responsabilité, avec l'ensemble des vice-présidents, la bonne méthode, j'allais dire, avec le mandataire, avec les maîtrises d'œuvre, pour lesquelles on a peut-être des doutes sur les valorisations, sur lesquelles on peut se poser des questions sur les cahiers des charges ou les programmes tels qu'ils ont été établis. On est en train de peser les choses pour que, projet par projet, on s'y retrouve dans nos référentiels. Quand on nous propose une voirie à 1,1 million pour 1 kilomètre, c'est le débat actuellement de la connexion entre les 2 ponts, les 2 ouvrages d'art. Nous posons la question aujourd'hui actuellement, et on prend du retard d'ailleurs sur la connexion des 2 ponts pour septembre. Et je peux d'ailleurs le dire effectivement publiquement, on fait le choix de prendre le temps. Et donc effectivement la voirie ne sera pas faite pour septembre, c'est un fait aujourd'hui. Elle sera plus probablement prête pour fin octobre. Pourquoi ? Parce que le référentiel de prix, on ne s'y retrouve pas. Et je l'évoquais encore avec le maire de Thionville tout à l'heure, qui lui-même trouve que c'est cher pour une voirie provisoire. Généralement, 1 million pour 1 kilomètre, c'est pour l'enfouissement des réseaux. Là, c'est pour une voirie provisoire entre 2 ouvrages. Alors, bien sûr, on parle d'ouvrages pour des poids lourds. Et effectivement, les référentiels sont différents. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on est en train de peser avec le bureau pour bien préserver l'argent du contribuable, puisque là, ça sera bien de l'argent du contribuable. Sur le devenir du SMITU, Monsieur Angelman, devenir du SMITU, je fige dans le débat d'orientation budgétaire la réponse à votre question. Aujourd'hui, dans le débat d'orientation budgétaire, on a fixé 2 scénarios possibles pour le syndicat. Le premier des scénarios, c'est évidemment un syndicat qui, parce que le projet BHNS est lourd, parce qu'il reste une volonté politique
des deux agglomérations fusionnées, mais qu'il effraie peut-être d'autres territoires par ses montants et ses coûts, parce que la gouvernance politique serait à un moment donné une gouvernance qui nous amènerait à des désaccords profonds avec tous les autres territoires que cet agglo fusionné, et un territoire qui se resserrerait sur le cœur de la fusion du territoire fusionné. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, on serait tombé suffisamment en désaccord tous ensemble avec l'ensemble des territoires pour se dire le territoire des deux agglomérations qui vont fusionner vont contractualiser avec les autres territoires pour que chacun sorte proprement et que chacun conventionne pour l'intérêt de nos populations. Ça voudrait dire enfermer le syndicat dans une logique qui est une logique de transport public pur, ce qui a toujours été, on ne va pas se mentir. Mais ça voudrait dire aussi se refuser l'opportunité de travailler sur les mobilités sur un territoire qui est le territoire du Nord-Moselle. Puisqu'effectivement, on sait que la question des mobilités, c'est pas que du bus. C'est la question du rail, c'est la question de la mobilité douce, c'est la question évidemment de toutes les mobilités. C'est d'ailleurs le routier aussi. C'est les questions routières. Voilà, mais c'est se poser toutes les questions de mobilité qui peuvent exister sur un territoire qui est en tension extrême de mobilité avec la frontière luxembourgeoise qui reste quand même l'arbitre suprême de nos débats en termes de mobilité, puisque la réalité de tous les positionnements du quotidien autour des mobilités, ça reste le lien avec la frontière luxembourgeoise. Et de fait, ma conviction profonde aujourd'hui, c'est que si on veut, nous, le syndicat, représenter quelque chose, on doit pouvoir vous permettre à tous les territoires d'être forts devant les enjeux de mobilité qui sont ceux du Nord-Moselle. Et c'est pour ça que le deuxième scénario, qui est un scénario idéalisé, un idéal type, c'est un syndicat qui s'agrandirait plutôt à l'échelle du SCOTAT. Parce que le SCOT est un élément structurant, le schéma de cohérence territoriale est l'échelle naturelle de l'aménagement du territoire sur notre territoire, et qu'effectivement, en la matière, il nous semblerait, ou il pourrait nous sembler pertinent et cohérent d'avoir un agrandissement qui va à cette échelle-là sur un bassin de vie naturel structuré. Je vous donne quelques exemples autour de quelques lieux de santé, Bel-Air ou l'hôpital d'Ayange, autour d'un pôle de consommation du Thionvillois ou du Tervillois, autour de la frontière luxembourgeoise, autour de quelques bassins d'emploi, les grandes usines sidérurgiques ou la centrale de Cattenom. On est dans des périmètres qui sont pertinents, cohérents et dans des bassins de vie qui sont totalement liés. Et donc, si on en vient demain à se resserrer autour d'un petit SMITU qui effectivement ne représente plus que les deux agglos, le SMITU doit disparaître. Par contre, si on veut traiter l'enjeu global de mobilité, le SMITU doit s'agrandir. Donc c'est les discussions que nous avons actuellement. Et on a eu l'occasion de discuter avec le président de la communauté de communes de Cattenom et environ, on a eu l'occasion de discuter avec la communauté de communes du Pays Val d'Alzette, on a eu l'occasion de discuter avec les autres présidents des intercos de l'Arc-Mosellan et du Bouzon-Villois. Certains sont plus interrogatifs, d'autres plus mûrs à la discussion, d'autres sont chacun à ses exigences. Et effectivement, je me suis engagé avec certains de réaliser des courriers pour pouvoir acter, en tout cas, les intentions qui sont celles de la gouvernance actuelle pour pouvoir entamer ou pas des discussions d'agrandissement du périmètre. Ce qui est clair, je le dis, c'est qu'on doit sortir de l'ornière du périmètre historique du SMITU. Parce que le périmètre du SMITU, avec quelques villes, deux agglomérations qui ont la compétence mobilité, mais les villes n'ont plus la compétence mobilité, adhérant à une autorité organisatrice de mobilité, à la fin, plus personne n'y comprend rien. On est totalement inefficace collectivement à porter nos messages. Et effectivement, vu les quelques grands enjeux qui sont en train d'émerger, je répète l'enjeu du SERM, Service Express Régional Métropolitain, l'enjeu de ce que j'entends dire
d'un schéma transfrontalier de mobilité avec le Luxembourg qui voudrait organiser la question de la gestion des mobilités des deux côtés de la frontière, c'est maintenant que le SMITU doit se structurer. C'est maintenant qu'on doit essayer d'être fort pour être influent, pour être pertinent et cohérent pour le devenir de nos habitants. Donc, la question, elle n'est pas inutile, monsieur Angelman. Je pense qu'il y a un scénario où, effectivement, le SMITU peut disparaître. C'est pas facile, même juridiquement, une fois qu'on a dit les choses politiquement. Ça reste un casse-tête juridique. Mais il y a un scénario où le SMITU peut disparaître. Par contre, je pense que le scénario privilégié aujourd'hui par cette gouvernance, c'est plutôt, jusqu'à la fin du mandat, d'essayer de s'agrandir sur au moins 2 EPCI et pourquoi pas à terme sur 3 ou 4 ans et au prochain mandat, de figer un cap pour un agrandissement plus global. Voilà ce que je pouvais vous répondre. Désolé d'avoir été un peu long, mais j'ai voulu être complet sur les tenants et les aboutissants de ces 2 questions. Madame Schneider. Oui, merci Monsieur le Président. Je prendrai la parole en tant qu'élu de Thionville, bien sûr, pour dire que ça devient pénible d'entendre sans arrêt que le SMITU a payé les ponts de Thionville. Moi, je rappelle que ces ponts ont été créés pour améliorer la mobilité sur le territoire. Et je rappelle à tous que les voyageurs de la gare de Thionville ne sont pas que des Thionvillois, que les étudiants sur la zone Cormontaigne ne sont pas que des Thionvillois, et que ces ponts serviront au transport aussi bien de communes de la rive droite que de communes du Val-de-Fensch, et pas uniquement pour aller à la gare d'ailleurs ou sur la zone Cormontaigne, mais pour voyager sur le territoire. Donc la ville de Thionville n'a pas cueilli le pompon avec ces 2 ponts. Je suis désolée, mais tous les Thionvillois ne vont pas l'emprunter pour aller à la gare. Et donc voilà, ça devient pénible à force d'entendre à chaque fois que le SMITU a payé les 2 ponts de Thionville. Voilà. Je suis conscient ensuite, d'autant plus, je le dis, Madame Schneider, que c'est sûr que dans la concertation, il y a eu quelques personnes qui, de manière récurrente, sont venues le dire et l'exprimer, j'allais dire, en parasitage du discours des concertations. Et donc c'est vrai qu'en 3 ou 4 mois, on l'a beaucoup entendu dire par quelques personnes qui sont venues caricaturer ce débat. Et je rappelle effectivement que quand on est dans un bus bloqué dans les bouchons sur le pont des Alliés, on peut venir de tous les territoires et on n'est pas forcément habitant de Thionville. Merci, Président. Je voulais rajouter aussi tout à fait ce que Brigitte vient de dire, Brigitte Schneider. Les 2 ponts, en fait, ils sont essentiels aujourd'hui dans la mobilité du territoire entre la rive droite et la rive gauche de la Moselle. Ça n'a rien à voir avec Thionville. La gare est quand même le point central de mobilité sur le territoire. On concerne à peu près quand même 60 000 habitants directement. Et aujourd'hui, les transports en commun sont complètement englués, je dirais, dans cet accès à la gare qui aujourd'hui encore pose beaucoup de problèmes. Ceux qui vont à la gare se rendent compte le matin de la problématique d'y accéder par le pont, par les voies de routières normales. Donc effectivement, les 2 ponts serviront de toute façon à la mobilité collective sur le territoire quand ils seront bientôt, fin d'année. Donc pour moi, je m'en réjouis de ces 2 constructions. Ça sera essentiel de toute façon dans la mobilité, quoi qu'il arrive, et pour accéder à la gare plus tard. Voilà, je crois qu'il ne faut pas arrêter de discuter là-dessus sur les ponts. Les ponts, c'était essentiel, et aujourd'hui, notre réseau, c'est une phase principale du territoire. Voilà. Et je rajouterai simplement un point en la matière aussi, c'est qu'un effet concret, c'est que dès l'ouverture des 2 ponts, les gens qui pratiqueront, les usagers des lignes régulières S20, S21, qui n'avaient plus accès direct à la gare puisqu'ils s'arrêtaient sur un quai le long de la passerelle et ne pouvaient plus avoir un accès, n'avaient plus d'accès direct à la gare, pour des raisons liées à l'engorgement du pont des Alliés qui rendait impossible la certitude horaire que nous devons sur une ligne structurante. Dès l'inauguration des ponts et leur usage, nous aurons une ligne qui ira directement à la gare depuis les lignes structurantes. Donc effectivement, ça sera un effet concret. C'est un travail qui a été demandé par le délégataire, par la gouvernance au délégataire. Et effectivement,
tout est mis dans les starting blocks pour ouvrir à l'automne et faire en sorte effectivement que la population et les usagers du bus puissent le plus vite possible avoir cet accès à la gare grâce à ces 2 ponts qui seront mis en service. Monsieur Angelman ? Oui, Monsieur le Président, je ne vais pas être bien long. Désolé, j'ai lancé le débat, mais je pense que ce débat est intéressant. Moi, je suis désolé, je le redis encore une fois, les 70 millions d'euros vont bénéficier uniquement à la ville de Thionville. Maintenant, je prends l'exemple des augmentations. Je vais prendre l'exemple de ma commune. On passe de 701 000 euros à 1 144 000, soit une augmentation de 442 000 euros. On en est où sur la gare routière à Hayange? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Le SMITU devait racheter 2-3 parcelles à ArcelorMittal derrière cette gare routière pour créer du stationnement. On n'a pas de nouvelles. Moi, la question que je me pose, comment voulez-vous finaliser ce projet alors que vous n'avez même pas assez d'argent pour ce dépôt? C'est ça. Et si le SMITU en 2026 disparaît complètement, eh bien toutes ces autres communes qui ont eu des augmentations à outrance, eh bien ne bénéficieront absolument de rien de la part du SMITU, hormis la ville de Thionville. Et là, dans ce cas-là, la ville de Thionville devrait rembourser aux Portes de France ces 70 millions qui ont été financés par la totalité des collectivités adhérentes au SMITU. Je crois que ça, il faut prendre un engagement de votre part sur ce sujet. D'ailleurs, on va continuer de creuser un petit peu sur les ponts à Thionville, mais je crois qu'il y a encore des surprises à découvrir sur ce dossier. Monsieur Angelman, moi je suis très clair encore une fois avec vous. Déjà, vous me parlez de la gare d'Hayange. Hein. Aujourd'hui, j'en suis... Oui, la gare routière, oui, ok. Oui, sur la gare routière d'Hayange, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est entré en discussion avec ArcelorMittal déjà pour une question de protocole d'accord, parce qu'en fait, le prix n'a jamais été figé actuellement, contractuellement, avec ArcelorMittal. Aujourd'hui, sur la question de la gestion financière, ce que je vous dis, au contraire, c'est qu'on essaye de se donner les moyens d'avancer sur le projet du bus à niveau de service, d'aller au bout. Par contre, il va être phasé, c'est tout. Il a été lancé en phasage lors de la précédente gouvernance pour justement être plus soutenable. Il n'est pas interdit aujourd'hui de penser que nous irons au bout en la matière. Après, essayer d'opposer les territoires alors que justement on fait une proposition, puisqu'on est sur l'augmentation des contributions, qui nous permet de dire aujourd'hui que les EPCI Val-de-Fensch et Port-de-France sont en train de prendre leurs responsabilités par rapport à cet enjeu d'investissement énorme qu'est le bus à niveau de service. J'allais dire, c'est pas la bonne année, c'était au moment du lancement des ponts qu'il fallait le dire, ça. Mais maintenant que nous sommes en train de structurer justement financièrement le SMITU avec une forte augmentation de contributions et dont l'essentiel de cette augmentation de contributions va quand même venir des 2 territoires qui vont avoir le projet BHNS. C'est sur les 4 millions d'euros, c'est 1,9 million pour Thionville, c'est 1,8 million pour le Val-de-Fensch. Vous faites le calcul du reste redistribué. Donc aujourd'hui, dire que c'est tout le reste du territoire qui va payer les ponts de Thionville, je pense que en plus avec cette augmentation de contribution, avec cette majoration des territoires, c'est l'année où c'est faux de le dire. Parce qu'effectivement, on prend justement cette responsabilité. Elle a été proposée, les présidents s'en sont saisis. Monsieur Paquet. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Je m'étais réjoui au début que vous ne fassiez pas de préambule. Je me suis dit on va gagner 30 minutes. Bon, maintenant, a priori, si à chaque fois qu'on a une question, on les perd, on ne va pas aller loin. Alors, du coup, le problème qu'il y a, c'est que quand il y a des réponses très larges, ça emmène d'autres questions. Moi, je vais parler des ponts une seconde. Je vais juste rappeler qu'il y a certes la peinture, mais il y a encore l'histoire de l'amener d'eau potable. Oui. Et que normalement, sur nos territoires, quand tous ces services-là sont pris en charge par les promoteurs, donc ça ne devrait pas coûter grand-chose ni à la ville de Thionville, ni à quelqu'un d'autre. Il faudrait juste que le SMITU récupère l'argent de l'aménagement de ces zones. La deuxième chose, et je vous l'ai dit, il y a un troisième scénario que
vous devriez vérifier, j'insiste de le rappeler. Vous avez évoqué le SMITU où les 2 agglos restent seuls, vous avez évoqué le SMITU où il y a un élargissement du territoire, et je vous le dis depuis un bout de temps, il y a quand même aujourd'hui des choses qui m'indiquent que lorsqu'il y a une fusion des agglos, le territoire des 2 agglos est automatiquement sorti du SMITU, et c'est ceux qui y siègent encore qui décident si le nouveau territoire revient dans le syndicat. Je voudrais juste que les choses là soient faites, parce que dans ce cas-là, et les principes de transfert d'argent et de moyens seront calculés, mais dans l'autre sens. Voilà, donc je voudrais quand même m'assurer qu'il n'existe bien que 2 scénarios. Ça serait juste rigolo que Cattenom et quelques communes isolées se retrouvent seules au SMITU et qu'on demande à chacun des autres agglos de reverser tout l'argent qui a été dépensé. Donc juste, voilà, n'oubliez pas cette possibilité-là. Ça fait un bout de temps que je l'évoque, et si je l'évoque pas par hasard, c'est que certains services juridiques m'ont confirmé que ça se passait comme ça. Donc assurez-vous une bonne fois pour toutes et qu'on ait une réponse et un positionnement officiel. Je crois que ça intéresse tout le monde. Et enfin, et pour terminer, je voudrais revenir à l'origine du point, c'est-à-dire la contribution des collectivités et des communes. Moi, je ne félicite pas les 2 agglos d'avoir pris en compte ça. Moi, je félicite votre comité d'avoir eu le courage politique de faire en sorte que les 2 agglos payent ces 2 millions, et je pense que c'est encore pas le juste prix aujourd'hui lorsqu'on regarde proportionnellement où s'effectue le nombre de kilomètres. Aujourd'hui, et juste pour vous donner un ordre de grandeur, le territoire de la communauté de communes, en prenant la compétence en 2021, versait indirectement, et c'était ce que les 6 communes versaient, 197 000 €. Aujourd'hui, en 2024, le territoire de la communauté de communes verse 474 000 €. Et quand on voit, alors certes, certains petits villages de notre territoire, comme Échrange ou quoi, ont vu leur offre de mobilité bien augmenter. La ville-centre du territoire de la Comcom, Étanges-Grande, a perdu quasiment 55 000 km. Et sa contribution n'a pas cessé d'augmenter malgré tout. Donc voilà, moi je voulais rappeler ça. Nous voterons malgré tout favorablement à la proposition, mais il était important quand même de remettre, à mon sens, un peu juste l'église au milieu du village. Merci. Monsieur Paquet, j'ai bien pris note de votre, en tout cas cette fois avec la demande d'avoir un avis juridique bien appuyé. Les services du SMITU qui sont à mes côtés ont bien noté la demande, et on vérifiera auprès des conseils du SMITU d'avoir une note qu'on pourra transmettre sur le sujet. Après, soyons francs entre nous. Je pense que c'est dans l'intérêt de personne de jouer juridico-économiquement, financièrement, contre l'intérêt des usagers, contre l'intérêt du territoire. Voilà, je le dis, c'est mon rôle de le dire, mais effectivement, on peut, au moment où on a des territoires qui prennent leurs responsabilités et qui essayent d'aller dans le bon sens, je pense qu'il ne faut pas essayer de sortir, j'allais dire, excusez-moi du terme, même si, je dis excusez-moi du terme parce que c'est peut-être juridiquement vrai, mais il faut peut-être éviter de sortir des épouvantails de situations qui pourraient mettre tout le monde dans la difficulté. Parce qu'à la fin, ça mettrait tout le monde dans la difficulté. Les premiers qui seraient dans la difficulté que d'utiliser ce genre de biais, ce seraient les usagers du transport en commun, du quotidien du Thionvillois, puisque je n'imagine même pas ce qui se passerait pour le délégataire dans ce cas-là. Si on se retrouve dans une situation où les 2 communautés d'agglomération sont sorties d'office avec le refus des autres territoires de rentrer, et donc d'un repartage par une collecte qui serait négative contre l'agglo fusionné,
Enfin, vous imaginez le truc, ça veut dire que plus personne n'a d'accès vers Thionville. Hein. Et n'a plus d'accès vers la gare, et n'a plus d'accès vers Bel Air, et n'a plus d'accès vers le territoire tout simplement. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut aller dans la politique du pire, mais on essaye de travailler ensemble. Mais on trouvera des solutions. C'est ce que je dis toujours à mes bons juristes quand j'en ai dans n'importe quelle collectivité. Le rôle d'un politique, c'est pas d'avoir peur du juridique, c'est de demander au juridique de faire ce qu'on a envie de faire. Généralement, on y arrive toujours. Après, le vrai débat, c'est qui a envie d'aller déférer. Le vrai débat, c'est qui a envie d'aller devant le tribunal administratif. Il faut parfois se poser la question des intentions. Après, sur le juste prix, vous faites votre commentaire. Moi, je prends acte, effectivement, que l'augmentation, elle est importante pour Cattenom, 197 000 à 474 000. De la même manière qu'effectivement, quand on a les autres communes qui augmentent, je reprends l'exemple de la ville de Guénange, qui va passer de 166 à 221. Aujourd'hui, le Pays au Val d'Alzette va passer à 157 000. Le Val de Fench passe de 2 287 à 4 132, en augmentation d'1 844. Et Port-de-France de 2 524 à 4 431. Effectivement, les augmentations sont quand même très importantes et elles le sont pour tout le monde. Mais effectivement, c'est la nécessité pour avoir un budget à l'équilibre et qui maintient de l'investissement. Monsieur Valserzac. Du service équivalent par rapport à la hausse. Je rappellerai que pour Étanges Grande, et je suis à nouveau obligé de le signaler, le déficit de service est de 50 000 km. Par contre, la hausse a été de 100%, puisque nous avons atteint le chiffre de 220 000 euros. Donc, dans le même temps, les deux courbes se sont croisées, mais du mauvais côté. Et si je parle d'Étanges, bien évidemment, je parle des autres communes de l'intercommunalité, puisque nous sommes au centre et que l'ensemble des communes prennent des services à partir de cette ville. Je me permets de vous le dire concernant votre ville, monsieur le maire. On a fait le point avec madame Pina, avec le délégataire, aujourd'hui même, pour lui demander d'avoir une attention particulière sur la ville d'Étanges Grande, dans le cadre de l'augmentation de l'offre de services, ou en tout cas avec la situation qui est celle d'un nombre de chauffeurs qui s'agrandit ou qui nous permet aujourd'hui d'avoir un meilleur cadencement. Le cadencement qui avait été proposé, effectivement, était de remettre notamment du cadencement sur les lignes S20, S21, et ce qui était l'une des priorités de l'augmentation de l'offre de service dans un premier temps, puisqu'on était passé à un cadencement de 30 minutes, alors que historiquement c'est 15 minutes. Donc là, le choix et la proposition du délégataire était de revenir sur la ligne structurante à une situation de normalité. J'entends bien que d'autres territoires peuvent vouloir profiter de cette augmentation de cadencement dans le cas où on a un peu plus de chauffeurs. Je l'entends, je le note. Je vois Madame Pouget qui par son comportement, me laisse entendre qu'elle souhaiterait la même chose pour Yutz. Étanges et Yutz, même combat. On passe au vote pour l'augmentation des contributions. Oui, monsieur German. Alors moi, ce que je propose déjà, la première proposition de vote, même si on ne vote pas tout de suite, qu'on ne vienne plus dans Dénange. Parce que chaque fois qu'on vient à Dénange, c'est une augmentation pour les communes. Voilà. Juste pour détendre l'atmosphère. Alors, le SMITU, par son comité, propose d'augmenter la contribution de 4 millions d'euros pour les collectivités locales à partir de 2024, et cela durablement. Alors moi, je me pose la question personnellement, pourquoi autant? L'augmentation se traduit pour 2024 et pour les années futures en pourcentage. Je vais juste vous faire gré, je dirais, des chiffres. On est entre 26 et 80% pour les collectivités locales. Pour la commune de Boulanges, c'est une augmentation de 44,47%.
Quand je l'ai annoncé sur la commune, réaction de certains élus, on m'a dit c'est un scandale. Cette augmentation va demander aux membres du SMITU une exigence sur la qualité du réseau au quotidien. Le BHNS va-t-il vraiment avancer? Le dépôt va-t-il vraiment se faire rapidement? Le SMITU a-t-il la possibilité d'agir au quotidien pour la mobilité dans toutes les zones de notre territoire? Et tout simplement, l'usager va-t-il pouvoir monter dans son bus à l'heure et régulièrement? Si on ne peut pas répondre oui à cette dernière question, cette augmentation n'est ni justifiée ni justifiable. Monsieur German, pour vous répondre, alors il y a déjà des réponses que j'ai faites à Monsieur Angelman, notamment sur le dépôt, sur les ponts, sur le projet d'investissement BHNS. Je ne vais pas y revenir, je vais peut-être me concentrer sur la question de l'usager. Je pense qu'effectivement, l'enjeu principal, qui est en tout cas le principe de cette gouvernance, ça a été de dire rétablissons la confiance. Et pour rétablir la confiance, il y a pas mal de choses. Mais la première des choses, dans les investissements, oui, c'est de continuer le BHNS parce que c'est un projet en cours, mais c'est aussi d'investir dans les lignes et dans les acquisitions de matériel. Je pense au service, le SAEIV, le service d'aide à l'exploitation de l'exploitant, qui permet d'avoir une géolocalisation du bus en temps réel par une application, par exemple. Je pense à la modernisation de la billettique. Ça fait partie des éléments qui, aujourd'hui, sont budgétés. Et dans le budget que nous allons voter tout à l'heure, nous avons mis les sommes au budget pour pouvoir moderniser, remplacer la billettique actuelle du syndicat, puisque le système de billettique est mort dans la plupart des bus actuellement, et que c'est évidemment pas satisfaisant. Mais évidemment, l'enjeu, c'était aussi de pouvoir racheter du matériel. Je rappelle que dans le cadre de ce budget, nous avons mis 8 millions d'euros pour acheter du matériel roulant, pour acheter des cars, pour acheter également, puisque le délégataire nous demande d'acheter des bus qu'on appelle des articulés, voilà, des bus articulés, puisqu'il nous manque 3 ou 5 articulés, 5 articulés qui doivent être achetés. De nombreux matériels qui sont loués actuellement et qui créent, on va dire, une situation économique et financière dégradée, puisqu'on c'est la section d'exploitation plutôt que la section d'investissement qui paye actuellement tout cela, et donc ça dégrade notre autofinancement en la matière. Tout ça pour vous dire que la priorité de ce budget, c'est bien, à l'heure où on parle, le transport public du quotidien, sans insulter la possibilité de réaliser un investissement d'avenir qu'est le bus à haut niveau de service, et en limitant l'endettement, puisque la capacité financière que nous donne cette augmentation des contributions nous permet de rétablir l'épargne brute. Nous aurons une évolution de l'épargne brute qui atteint presque les 7 millions. Et nous aurons globalement un capital de la dette qui devrait commencer à baisser cette année, puisque nous ferons un emprunt, mais qui est moins important que le capital remboursé. Vous voyez que les conséquences ne sont pas minces de cette augmentation des contributions. C'est bien effectivement le rétablissement de l'épargne, tout en investissant massivement, à la fois dans le transport public du quotidien et en même temps dans le projet majeur qui est le projet du BHNS. Tout ça pour finir en disant, oui, les priorités qui sont figées, elles sont multiples. Et effectivement, l'effet sur le réseau de transport devrait être vu assez rapidement. Alors assez rapidement, c'est pas une garantie à la semaine, c'est pas une garantie au mois. Par contre, c'est une garantie dans l'année budgétaire que nous sommes en train de vivre. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Pas d'autres commentaires, pas d'autres questions. Donc nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? 3, 4. Donc 4 oppositions. Je vous remercie pour ce vote difficile. Monsieur le vice-président. Du coup, je dois rallumer l'ordinateur, hein, vous comprenez bien. Alors, augmentation de la part du versement mobilité.
De la même façon que les collectivités vont participer au financement et à l'augmentation du financement du SMITU, nous faisons appel à l'ensemble des entreprises du territoire en passant la participation, en vous proposant de passer la participation au versement mobilité de 1,75 à 1,80. Voilà, monsieur. Les entreprises de plus de 11 salariés, pour être tout à fait précis, celles soumises au versement mobilité. D'autant plus important d'augmenter le versement mobilité, ce qui nous restait de la possibilité de faire cette augmentation. Vu l'augmentation des contributions des collectivités, il semblait important de pouvoir, j'allais dire, lier les deux augmentations plutôt que les saucissonner ou d'attendre 1 ou 2 années. Voilà, la symbolique était forte au moment où le SMITU avait plus que jamais besoin de rétablir son autofinancement et son épargne. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur le versement? Monsieur Ergat. Oui, le CNPE a été vu par le délégataire il y a 1 semaine, 10 jours peut-être, pour trouver une solution, et je crois qu'ils sont tombés d'accord sur une solution à proposer à partir de septembre, me semble-t-il. Mais ça fera partie des choses qu'on énoncera et qu'on annoncera notamment aux maires lors de la réunion des 35 maires. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci à vous. Monsieur le vice-président. Monsieur le Président, je vous propose donc de présenter le budget primitif alors, dans une version synthétique. Pour ce qui est de la section d'exploitation, elle s'équilibre à 45 967 215 euros. Pour la section d'investissement, 70 382 411. Au niveau des dépenses d'exploitation, des charges à caractère général autour des 2 500 000 euros, une baisse de l'ordre de 11%, une volonté de resserrer. Au chapitre 012, les charges de personnel sont estimées à 750 000 euros cette année. On prend bien sûr en compte les évolutions mécaniques de la masse salariale, mais également la volonté de solidifier l'équipe du syndicat avec le recrutement potentiel de 2 chargés de mission en catégorie A. Au 65, les autres charges, on sera aux alentours de 24 231 000 euros. 99% de ce chapitre est lié à la rémunération du délégataire. Au 66, en charge financière, c'est principalement les charges d'intérêt des emprunts, donc Crédit Mutuel, Caisse d'épargne ou encore Arkea. Concernant les recettes, chapitre 73, c'est le versement mobilité, y compris la part majorée, estimé à 18 300 000 euros. Le 74, contribution et participation, 13 130 000 euros. Il s'agit là de la DGD, qui, elle ne bouge pas, de 3 530 000, et de la participation des collectivités de 9 594 000, suite au vote des points précédents. Au 75, les autres produits de gestion courante, 4,6 millions. Ce sont les recettes commerciales et les kilomètres non parcourus, les loyers et l'ensemble de ces questions-là. Est inscrit un montant de 156 966 euros en recettes d'ordre dans la question des subventions transférées et autres. À l'investissement, de vrais choix politiques. Nous en avons parlé, Monsieur le Président a beaucoup détaillé effectivement les éléments qui ont été décidés, que ce soit notamment faire le choix de l'achat de matériel roulant, notamment pour clore un des contrats de location d'autocars qui grève notre fonctionnement, et donc
permettre des dépenses d'exploitation à compter de 2025, l'acquisition du système d'aide à l'exploitation et d'information voyageurs dont il a rappelé le fonctionnement, le renouvellement des radios des véhicules, la billettique, effectivement, et concernant les travaux liés au BHNS, l'ambition étant de terminer les ouvrages d'art, la voirie de liaison en rediscutant le million d'euros pour le kilomètre, en aménageant les quelques travaux de cœur de ville, cœur de Fench attendus, et l'inscription de crédit pour le lancement du dépôt. Alors, très synthétiquement, les dépenses d'équipement, 29 987 000, qui sont détaillées quasiment comme je viens de vous les indiquer. Et en recette, un fonds de compensation de la TVA, 567 000 euros, quelques subventions, fonds friches et AFIT et Dirige, pour 700 000, 2 millions et 1 340 000 euros. Nous avons inscrit sur un choix que nous avons fait avec Monsieur le Président d'inscrire un nouvel emprunt, mais d'un montant inférieur à notre capacité de désendettement de l'année. En tout cas, notre capacité de remboursement de l'année, un montant de 2 millions d'euros. Et le virement de la section de fonctionnement pour l'autofinancement prévisionnel est inscrit à l'identique du montant inscrit aux dépenses d'exploitation pour 13 111 784 euros 50, si vous voulez, la virgule. Voilà dans les grandes lignes, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président. Je pense qu'on a largement évoqué le débat budgétaire au moment des contributions. Je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. Monsieur Paquet. Il était évoqué de regarder pour des diminutions des dépenses d'exploitation. Quand on regarde dans le détail, la plus grosse dépense d'exploitation, c'est la DSP, à 23 913 759,97. Il va y avoir des services supplémentaires tels que le TAD. Donc ma première question est: comment voulez-vous faire en sorte pour que les dépenses diminuent? Ensuite, j'ai deux ou trois remarques techniques par rapport à notre rapport d'orientation budgétaire. C'est le chapitre 21-53. Et il y a une dépense dont on est en investissement de 655 051,15 de fléchés. Peut-on peut-être me dire de quoi il s'agit? Sur le 21-56, 47 000, mais là, vous me confirmerez ou pas, pour moi, c'est les radios. Et au 21-82, 8 millions, c'est le matériel de transport. Voilà. Et est-ce que par rapport au rapport d'orientation budgétaire, on a avancé dans le nombre de bus qu'on achète? C'est tout. La première réponse détaillée que vous demandez, c'est laquelle avant le 21-56? Je n'ai pas noté, excusez-moi. Qui est OK. OK. Concernant la question de l'augmentation du délégataire, effectivement, à l'heure où on parle, l'augmentation de fonctionnement d'exploitation du délégataire est essentiellement liée en fait au contrat, tout simplement tel qu'il a été accepté, et des avenants et la conséquence de tous les avenants au contrat, de fait. Donc le chiffre est relativement automatique. Concernant le TAD, de toute manière, nous avons, et ça fait partie des sujets que la vice-présidente en charge du lien et du contrôle avec le délégataire se doit de négocier. On a un avenant à passer avec, normalement chaque année avec le délégataire. Cet avenant doit aussi nous permettre de définir quel est le coût des kilomètres non réalisés l'an dernier, ou en tout cas le calcul de la compensation que le délégataire nous doit sur cette part non réalisée, donc les fameux kilomètres non réalisés pour nous. Et dedans, effectivement, nous avons également, parce que le contrat, et ça fait partie des discussions juridiques que nous avons avec la directrice générale,
prévoit que le nombre de kilomètres prévus au contrat est défini ensemble avec le délégataire chaque année. Et effectivement, à l'heure actuelle, le débat du TAD, pour moi, doit rentrer dans le cadre des obligations contractuelles du délégataire. Alors après, ça crée un problème de valorisation qui a été pointé par M. Schultz en bureau assez régulièrement. C'est que valoriser de la même manière une ligne structurante et un système de TAD, ça serait se faire avoir. Et ça serait très confortable pour le délégataire. Donc ça fait partie des éléments que nous devons négocier avec le délégataire, qui nous fait une proposition de test du TAD à partir du mois de septembre. Maintenant, la question de la mise en œuvre et des conséquences contractuelles, il nous a garanti que ça n'aurait aucune influence en tant que tel sur le coût de la délégation, puisqu'il il nous doit déjà des kilomètres. Par contre, effectivement, c'est là où se pose la question de quelle est la valorisation du TAD par rapport à la valorisation d'une ligne structurante. Et tout ça, c'est des enjeux qu'on aura à valoriser dans un avenant. Ah. Diminuer les dépenses d'exploitation, donc je laisse de côté le délégataire, ses avenants naturels et tout ça. Donc où est-ce qu'on va pouvoir faire de diminuer nos dépenses d'exploitation? Les dépenses d'exploitation, ça va être notamment lié à partir de l'an prochain à la fin des locations des cars, à partir du moment où on aura racheté de nouveaux cars. Et c'est aussi, puisque en rachetant des cars qui étaient loués, on a à peu près 2 millions d'euros de cars loués sur une section d'exploitation à 2,4 millions. Enfin, en 0,11, si vous regardez globalement le 0,11, c'est essentiellement la location, voilà, de matériel. Donc si on achète plutôt que de louer, de fait, dès l'an prochain, on aura un véritable effet sur nos frais de fonctionnement. Et donc on rétablira d'autant plus notre autofinancement. L'autre sujet, c'est juste que dans la première prévision du DOB, il y avait des chiffres qui parlaient de 3,5 millions en 0,11. Et que le choix qu'on a fait par rapport à ce budget, c'était de restreindre le 0,11 au maximum, 0,11 et 0,12, donc les charges à caractère général et les charges de fonctionnement de manière générale, partout où on pouvait serrer les boulons. L'année où on augmente les contributions des collectivités, c'est pas l'année où on doit autoriser les services et les services, j'allais dire, de manière générale, le train de vie du SMITU. On ne peut pas afficher le train de vie du SMITU en augmentation massive, alors qu'on est en augmentation qui amène dans certaines collectivités à des augmentations d'impôts. Et donc, effectivement, dans la symbolique, on a cadré l'augmentation en ayant un budget en baisse sur le 0,11. Voilà, c'est ça l'engagement. On était à 2,8 millions annoncés, 2,2 millions de réalisés sur le 0,11. On a mis 2,4 millions, 2,5 millions pour vraiment cadrer au plus proche du réalisé la perspective budgétaire. Voilà, c'est de l'affichage budgétaire qui aura vocation à être tenu, évidemment, ou devrait être discuté par une décision modificative, évidemment, si on en a le besoin. Mais effectivement, l'enjeu était aussi d'afficher ce sérieux et cette rigueur budgétaire à partir du moment où on s'engage dans une augmentation de 4 millions des collectivités. Tu voulais rajouter quelque chose, Pierre? Non, c'est bon. Tu vas compléter. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce budget primitif? D'autres commentaires? Nous passons donc au vote. Qui est contre? 3, 4. Qui s'abstient? Je vous remercie toutes et tous. Nous passons au point numéro 8. C'est encore à toi. Et le dernier point donc, qui découle directement de l'approbation du budget primitif, la modification de la PCP, qui est en fait la pluriannualisation du projet BHNS. Vous avez les réalisés. Donc on a déjà un réalisé jusqu'à aujourd'hui de 61 301 584 et la ventilation qui vous est proposée jusqu'en 2027 des 69 245 411,30 € de la phase 1. Merci, Monsieur le Président. Des questions, des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 3 contre, pardon. 3 contre. Et pas d'autres
Pas d'autres contre, pas d'autres abstentions, c'est tout bon. 3 contre. Nous entamons maintenant la prise de parole par Monsieur Becker. Merci, Président, pour le dernier point. Projet de délibération, proposition de règlement de subvention donc, de la région pour l'aménagement des pistes cyclables. Donc, comme vous le savez, nous sommes une AOM et donc le développement de la pratique de cycliste est recherché pour sa contribution à la lutte contre le dérèglement climatique et les formes de pollution et d'atteinte environnementale sur les milieux naturels comme humains liés au déplacement motorisé, ainsi que pour les bénéfices de santé associés à l'augmentation de la pratique d'une activité physique. Donc, le développement de la pratique doit être recherché en accord avec l'objectif de non-artificialisation des sols. Par ce dispositif, donc le dispositif qui nous est proposé, la région Grand Est veut soutenir les autorités organisatrices de mobilité dans leurs investissements en faveur des services vélos et des infrastructures cyclables à des fins d'accroissement de la part modale cycliste sur le territoire. Et donc, les collectivités peuvent bénéficier aujourd'hui d'une aide de la région si le dossier de candidature est porté auprès de la région par l'autorité organisatrice de mobilité que nous sommes. Le principe est celui de l'attribution d'une enveloppe maximale par territoire d'AOM, dont le montant est fonction de sa population. Donc la population totale retenue pour nous, définie par l'INSEE, est de pratiquement 180 000 habitants pour le périmètre du SMITUS, qui correspondrait à une subvention de 10 € par habitant versée par la région. Donc ça ferait 1 800 000 € de versés pour les 5 prochaines années. Donc jusqu'en 2028, qui sera attribué donc par la région pour notre territoire. Donc tous les projets aujourd'hui de pistes cyclables devront, pour être éligibles à cette subvention, qui sera gérée en fait par ces subventions de la région qui sont gérées maintenant par le SMITUS. C'est le SMITUS qui distribuera cette subvention de la région aux collectivités qui en feront la demande. Et il s'agissait de trouver une clé de répartition du versement de cette subvention qui aujourd'hui nous est versée brute pour les 5 prochaines années, donc 1 800 000 € pour le territoire. Et le tout est de trouver une clé de répartition et de dire comment on va subventionner la piste cyclable à Cattenom, la piste cyclable à Guénange ou sur une autre partie de territoire. Donc nous, après un travail du bureau et en concertation avec les vice-présidents et le bureau, nous avons dégagé quelques orientations donc, que je vous propose aujourd'hui à l'approbation pour l'attribution de ces subventions. Donc pour être éligibles, les projets qui seront donc proposés doivent cumuler plusieurs critères déjà de base. Ils doivent être identifiés dans le cadre d'une planification locale des mobilités. Donc c'est notre schéma directeur cyclable, celui que nous avions validé il y a 2 ans, je crois, ici même, donc enfin dans notre syndicat, et qui reprenait des pistes structurantes dans chaque commune et de différents itinéraires qui étaient actés sur ce schéma directeur, qui a été réalisé donc à une échelle supracommunale et infradépartementale. Donc, les projets devront respecter les recommandations du CEREMA. Alors, j'insiste là-dessus, que tout le monde entende bien. Les recommandations du CEREMA, c'est une sorte de norme pour les pistes cyclables, devront être respectées hors impossibilité physique et manifeste, l'étroitesse d'une section ou vraiment impossibilité de réaliser les règles, les normes, les recommandations du CEREMA. Donc, on pourra déroger. Et les projets devront être en lien ou en proximité avec la voirie départementale. Les projets qui seront en lien ou en proximité directe avec la voirie départementale devront associer le département concerné au titre de la mise en adéquation du projet avec leur doctrine. Voilà déjà les bases pour qu'on puisse retenir les projets. Alors, il y a différentes parties des projets qui seront subventionnés, donc les parties infrastructures, des services vélos, des infrastructures et des services vélos. Vous avez ça dans votre rapport, je ne vais pas les détailler. Les subventions donc, sont prévues pour le plan 2023-2028, soit 5 années. Donc, je vous propose déjà au niveau temporel de répartir les subventions annuellement. Donc, la somme globale divisée par 5, soit 360 000 € distribués chaque année. Les sommes non réalisées sur l'année N passeront en N+1. À partir de 2026, les subventions non demandées pourraient être remises en commun pour les 2 dernières années du plan vélo. Au niveau de la sélection des projets, donc,
Les projets seront choisis par enjeux de mobilité, c'est-à-dire que les plus pertinents par rapport aux enjeux de territoire et aux besoins seront sélectionnés. Par exemple, des itinéraires du réseau armature du schéma directeur cyclable. Il y a 10 liaisons armature qui seront donc priorisées pour les subventions. Les itinéraires d'intérêt intercommunal ou intercommunautaire visant à assurer une continuité des aménagements ou à résorber des points noirs identifiés. Ils viennent compléter le maillage et doivent se connecter avec les principaux axes structurants. Un autre exemple, des itinéraires d'intérêt communal ou intercommunal visant à assurer l'accessibilité des équipements publics importants, normalement les écoles, des lieux d'intermodalité ou d'autres pôles générateurs de déplacement, zones d'activité, des axes ou d'autres points structurants. Donc le plafond de l'aide, on a décidé d'appliquer un plafond. Le montant de l'aide maximale possible est de 60% du montant des dépenses retenues en hors taxe. Donc le taux d'intervention de base serait de 25%. La bonification de territoire, il pourrait y avoir une bonification de territoire qui serait un soutien bonifié de 5 à 10% pour les territoires ruraux. Une bonification de projet également qui pourrait être bonifiée de 10% pour les résorptions de discontinuité ou de liaison inter-AOM. Dans le cadre de la bonification environnementale qui sera évaluée par projet, un soutien bonifié de plus 5 à 15% selon les niveaux de prise en compte de la protection de l'environnement du projet. Le cas échéant, donc le taux d'intervention pourra être plafonné pour la subvention régionale ne dépassant pas l'enveloppe territoriale allouée annuellement. Voilà ce que nous avons retenu dans nos travaux et ce que je vous propose ce soir de valider. Donc, est-ce qu'il y a des observations ou des questions sur ce dispositif et cette façon de faire et de répartir en fait les subventions qui nous sont allouées par la région Grand Est? Il n'y en a pas. Donc je repasse la parole à Monsieur le Président. Merci. Nous allons passer au vote. Qui est contre ce dispositif? Qui s'abstient sur ce dispositif? Je vous remercie pour l'unanimité. Mesdames, Messieurs, nous avons écoulé l'ordre du jour et vous êtes donc tous libérés. Merci à tous et bonne soirée.